Bonjour, je m'appelle Atina et aujourd'hui je vais vous parler de Léon. Léon, j'ai découvert environ vers 14-15 ans et c'est un film qui m'a beaucoup plu parce que j'adore Jean Reno et ça me permettait aussi de voir un film pour les grands, en tout cas pour moi à cette époque-là. Ce que j'aime dans Léon, c'est que c'est un personnage complètement atypique qui est hors des cadres, également par son métier mais également par ses centres d'intérêt. Le fait qu'il aime les plantes, le fait que ça soit un solitaire. C'est un personnage en marge et généralement c'est ce genre de personnage qui m'attache particulièrement. J'aime également la relation qu'il a avec l'héroïne. Je trouvais que ça changeait, c'était pas une histoire d'amour, c'était une histoire de libération. J'aime beaucoup la fin. Le fait que il lui offre sa plante et que ça lui permette d'être libre pour lui et pour elle. À tous les moldus, écoutez Graffiti Cinéma. Hé, c'est quoi le texte? Comment on dit déjà? J'ai oublié. Où est-ce que vous voulez en venir? Laisse tomber. Graffiti Cinéma. Graffiti Cinéma. Des dinosaures. On va parler effectivement un peu de dinosaures et en tout cas de différents types de dinosaures parce que effectivement au cinéma au mois de janvier on parle des origines du cinéma, de la façon de faire du cinéma, du mode d'emploi du cinéma et on a tout ce côté en fait très origine du cinéma qui est déjà de voir comment le cinéma représente les premiers âges de l'humanité, mais également comme on fait une séance à l'alliage sur les premiers films muets de l'histoire du cinéma. L'idée c'est également d'évoquer quelques films de notre connaissance pour lancer ce sujet sur la préhistoire également du cinéma, donc à savoir les premiers films du fin 19e, tout début 20e, qui sont évidemment tout à fait à mettre en avant. Alors c'est vrai que les dinosaures... En plus j'ai un fils passionné qui peut te faire l'alphabet avec tous les noms de dinosaures, donc c'est assez rare. Vas-y, commence. Ouais, il est pas là. Archéoptérix et Brontosaure. C'est un dinosaure. Il l'a fait. Il y est arrivé, ce vieux dégénéré. Oh, il y a à la poubelle toutes les théories sur ces animaux à sang-froid. Elles sont toutes fausses, on le voit bien là. C'est une créature à sang chaud. Cette chose ne vit pas dans un marais. Cette chose a un coup de 7, 8 mètres. Le brachiosaure, 9 mètres. Sur les dinosaures au cinéma, c'est vrai que évidemment c'est très compliqué d'échapper à Jurassic Park. Et évidemment on peut l'évoquer dans ces 25 premières minutes. Mais ce qui est très intéressant vis-à-vis du thème, c'est également de peut-être commencer par le souvenir le plus éloquent de dinosaures au cinéma, qui va nous venir à l'esprit. Et forcément, on pense toujours à la première rencontre, à la première fois où on croise un dinosaure au cinéma. Alors, moi, je peux ouvrir le bal directement sur le souvenir le plus éloquent, le plus ancien que j'ai de dinosaures au cinéma. Moi, c'était des créatures, je pense qu'on va être beaucoup à en parler, enfin, quelques-uns à l'avoir. C'est les créatures qu'il y avait dans les premiers péplums, en fait, sur le choc des titans. Alors, pas ceux avec Bollywood Ashore, mais les tout premiers dans les années 50, où il y avait ces créatures animées, typiquement, et ces animations très 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 historiques, parce que c'est vrai qu'à la fois il y a le côté préhistorique du cinéma dans le côté technique, mais évidemment il y avait ces représentations de bêtes, de créatures, de chimères,
qui était évidemment dérivé de la mythologie, puisque là on était évidemment dans ces tout premiers films qui tentaient des nouveaux pans dans l'histoire du cinéma, avec les méduses et toutes ces animations un peu précaires aujourd'hui, mais qui avaient évidemment un charme. Et évidemment après je pense que ça va être compliqué aussi d'éviter Godzilla quoi également. On peut pas éviter Godzilla, mais Godzilla c'est pas un dinosaure. Non. Wow. Voilà. Un kaiju. Voilà, c'est comme Yoshi, c'est pas un dinosaure, c'est un Yoshi. Hein, pour ceux qui voient Mario et Yoshi, ben voilà. Yoshi, c'est pas un dinosaure, c'est un Yoshi. Après avoir dit ça, déjà clairement, non mais je vois ce que tu veux dire. Des films comme, alors je crois que le titre c'est 10 000 ans avant Jésus-Christ ou 20 000 ans avant Jésus-Christ avec Raquel Welch. Avec Raquel Welch, c'est un des films préférés de John Carpenter d'ailleurs. Voilà, donc là on voit aussi des dinosaures animés en image par image. C'est fantastique de voir ça quand t'es gamin. Tu te dis que si ça façonne l'imaginaire que tu te fais des dinosaures, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas avoir des dinosaures autrement que comme ça. Et même quand on va parler de Jurassic Park, mais c'est aussi un des traits qu'a eu Spielberg, c'est que même s'il a voulu se démarquer, il a été obligé de garder des choses de l'imaginaire populaire sur les dinosaures, même s'il a essayé d'avoir une espèce de représentation un peu plus crédible. Voilà, la représentation des raptors, en théorie, ils ont des plumes, quoi. Sauf que c'est pas... Oui, d'ailleurs, il y en a un au musée d'Orléans. Voilà, c'est ça. En théorie... Qui ressemble pas du tout au raptor qui est dans le film. C'est ça. Et il a appelé ça raptor parce qu'il voulait que ce soit... qu'il y ait un méchant un peu dramatique dans un des dinosaures vraiment qui puisse faire peur. Alors qu'avec des plumes, on se serait dit, oui, c'est pas si dangereux que ça, quoi. Ça provoque pas la même émotion. Ce genre de film-là et peut-être King Kong. Ouais. Alors les deux, hein, dans les deux, il y a des dinosaures, hein, dans le King Kong des années 30 et dans le King Kong de Peter Jackson. Alors évidemment, ils n'ont pas le même impact dans le King Kong de Peter Jackson parce que Jurassic Park est passé par là et on est un peu moins impressionné qu'à l'époque. Il y a ça. Et si on veut parler de Godzilla, on peut. Non. On peut. On a dit que c'était pas un dinosaure, mais on peut. L'idée que ce soit un monstre qui vient des âges un peu interdits, qui n'existe plus. Godzilla, c'est plus comme c'est pas loin de Lovecraft en fait, des monstres qui vivaient avant que le monde existe, quoi, en gros. Et Godzilla, on peut parler du dernier Godzilla. Et oui, Minus One. Ouais, Godzilla Minus One qui est toujours de sortie. Voilà, c'est ça, c'est incroyable ça. Il est sorti le 7 et le 8 décembre, uniquement dans les cinémas Pathé. Alors on fait pas de pub pour Pathé, mais quand même. Et c'est plutôt très drôle à voir. Ça fonctionne en IMAX. Je sais pas si c'était nécessaire que ce soit montré en IMAX, mais il y a un contrepoint au film américain Godzilla, donc tout ce qui est maintenant... C'est 5 fois moins de budget. Hein, c'est ça, c'est 5 fois moins de budget pour un effet qui est proche de ce qu'ils font, mais par contre c'est un film vraiment japonais, donc il faut s'attendre à une part de jeu japonais qu'on n'a pas l'habitude, nous, de voir dans des blockbusters. On est plus habitué à un jeu américain, à des plans américains, alors que le jeu japonais, ça veut pas dire que c'est des dingues. Ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu, mais par rapport au stéréotype. Un petit peu intense. Voilà, c'est ça. C'est de notre point de vue. C'est ça. De notre point de vue, on pourrait dire surjoué, alors que c'est toute l'école du théâtre no, hein, à la différence de l'acteur studio américain. Le théâtre no, on l'entendait beaucoup dans les VF de manga notamment, quand on a la chance d'écouter des versions originales des Chevaliers du Zodiaque. On voit les comédiens qui avaient l'habitude de faire du théâtre no. Alors le théâtre no,
équivalent du théâtre de Guignol pour nous en gros, mais c'est souvent joué avec des masques au Japon et c'est hyper expressif au niveau des comédiens, de la gestuelle. Donc je suis pas du tout un spécialiste, mais c'est vrai que ça joue énormément sur l'école de jeu au Japon et au décalage culturel qu'on peut percevoir dans beaucoup de gros films japonais, quoi. D'ailleurs, on peut lire la thèse d'un célèbre docteur sur ce théâtre-là, c'est le docteur No. Oui, bien sûr, on peut. Voilà, il faut acheter son livre. Il y a une chanson aussi d'ailleurs là-dessus qui fait, je crois qu'il fait no. Oui, c'est Mi Winehouse. Voilà, très bien. Non, enfin, on la passera. C'est ça. Godzilla. Mais voilà, c'est la continuité de Godzilla Résurgence, Shin Godzilla. Qui est plutôt très rigolo aussi, et on voit bien un Godzilla qui est plus humain dans la représentation. Ce qui est très fort là dans le Minus One, c'est qu'on a un Godzilla en numérique, mais cette impression qu'on a quelqu'un dans un costume existe quand même. C'est très étonnant à regarder. Ce qui est très rigolo, c'est que le comédien qui doublait le premier Godzilla dans les années 50, enfin qui jouait dans le costume, vient de mourir la semaine dernière dans le premier Godzilla de 54 qu'on avait déjà cité dans une émission précédente, hein, on avait parlé du tout premier Godzilla. Alors Juliette, on va te laisser sur ton dinosaure. Moi je voulais juste préciser qu'évidemment les effets c'est Ray Harryhausen. Alors les plus jeunes n'y connaissent peut-être pas, mais Ray Harryhausen, c'est une légende du cinéma, Dany, dans la technique, hein. C'est un concepteur d'effets spéciaux. Il est mort en 2013, mais c'est surtout le concepteur des effets spéciaux que je citais tout à l'heure. Donc quand je parlais des films des années 50, c'est évidemment Sinbad, Les Voyages de Gulliver, Jason et les Argonautes en 63 avec ses créatures animées et toutes ces tâches-là. Et puis il y a des citations assez rigolotes. Il y a par exemple Tom Hanks qui dit que le plus grand film de l'histoire pour lui, c'est Jason et les Argonautes. Voilà. Et on voit que Sam Raimi, par exemple, dans L'Armée des Ténèbres, donc Evil Dead 3, rend un hommage plus que appuyé à Ray Harryhausen en développant son personnage en stop motion, voilà, c'est-à-dire image par image, avec les squelettes, ce genre de choses. C'est un vrai hommage, et pour quelqu'un qui était vraiment oublié dans les années 90. Isn't he one of the Titans? He might be. He's big enough. Didn't Jason say something about Talos? This must be where Hephaestus molded the statues of the gods. Yes, and set them up for all the world to see.
En 66, donc il fait aussi les effets spéciaux de 1 million years BC, 1 million d'années avant Jésus-Christ. Ah bah c'est ça, c'est tout à l'heure. Et ses derniers effets spéciaux, c'est en 81, le choc des Titans, avec Laurence Olivier. C'est quand même pas rien quand même au casting d'avoir Laurence Olivier pour un film comme ça grand public, qui à l'époque a été un gros succès. Donc Ray Harryhausen, évidemment, c'est une légende du cinéma. On pourrait faire une émission à part entière sur lui. Mais c'est vrai que pour la première représentation des dinosaures, il y a forcément cette inspiration-là qui va venir et il a créé un bestiaire en fait, en quelque sorte. Sans prendre de veste. Et elle est pas facile à comprendre, ça. T'as ton ticket de bestiaire, voilà, ça. Oui, j'avais compris, mais je voulais pas relever, en fait. Alors, un dinosaure qui te marque, toi, au cinéma, c'est quoi, Juliette? Donc, clairement, c'est Jurassic Park. Ah Enfin, moi, je l'ai découvert au cinéma quand j'avais 13 ans. J'ai eu la chance de le revoir au cinéma. Le bébé, quoi. Ouais, j'ai eu la chance de le revoir au cinéma avec ma fille l'année dernière parce qu'il ressortait, je ne sais plus pourquoi, à l'occasion de séances spéciales. Non, c'était les 20 ans, 30 ans. Ouais, peut-être. Et enfin, je l'ai vu un paquet de fois. Enfin, je l'ai vu, revu. Et le revoir au cinéma, cette intensité quand même impressionnante. Et en plus, enfin, il y a les effets spéciaux depuis le temps se sont améliorés. Enfin, on dit qu'ils se sont améliorés, mais je suis désolée, il n'y a aucun autre Jurassic Park ou Jurassic World qui n'atteint ce degré de perfection au niveau des effets spéciaux des dinosaures. On a vraiment l'impression d'être... Alors, du coup, c'est de l'imaginaire, puisqu'on ne sait pas à quoi ça ressemble effectivement réellement. On ne saura jamais quelle couleur ils avaient, on ne saura jamais quel son ils faisaient. Mais quand on est face à ces dinosaures imaginaires créés, c'est absolument magique et on a l'impression d'y être. Et j'ai eu la chance aussi, il y a quelques années, d'aller dans les studios à Saint-Denis, où il y avait l'exposition justement Jurassic World, l'exposition, et où on voyait du coup ces animatroniques. Il y avait aussi des bonhommes dans des dinosaures. Là, c'est moins impressionnant. Mais il y a quand même toute une séquence où on voyait le T-Rex qui bougeait, qui rugissait, qui faisait bouger la voiture. On a beau savoir que c'est du faux, on flippe quand même un petit peu. Et on avait cette envie de regarder sur le côté pour voir comment c'était fait. On voit que la peau, c'est que du tissu et on se dit, mais c'est impressionnant. On est à 2 mètres du truc et on y croit et ça, c'est génial. Et ce que je voulais dire aussi, je conseille à nos auditeurs. Alors, on voit pas beaucoup les dinosaures. Ça a pas eu un grand succès. C'est pas une série génialissime, mais je conseille quand même la série Terra Nova, qui est disponible sur Disney+, je pense, qui était sortie en 2011, parce que c'est une série plutôt familiale. Avec des valeurs voilà très famille. Ça se passe en 2149 quand la Terre commence un petit peu à s'appauvrir au niveau respiration et on découvre une faille spatio-temporelle qui nous renvoie à l'époque des dinosaures. Ça a été produit par Spielberg, ça n'a pas fonctionné, donc il n'y a qu'une saison, il n'y a que 13 épisodes. Mais franchement, c'est une bonne petite série à voir en famille, voilà, pendant les périodes des fêtes et tout ça, ou même n'importe quand. Mais voilà. Par contre, les dinosaures, effectivement, sont fascinateurs. C'est pas une grande réussite après Jurassic Park, mais c'est une petite série sur le projet qui est sympa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se fait manger sur le trône ou pas? Oui. Pas sur le trône, mais alors voilà, il y a des gens qui se font manger, donc faut pas regarder avec des trop petits. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à Jurassic Park, donc Jurassic World, je disais, les effets spéciaux sont vraiment moins bien et tout ça. Enfin, moi, ça m'atteint moins. Il y a quelque chose que j'ai quand même beaucoup aimé dans le tout dernier, que je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Jurassic World 3. Ouais, c'est pas Fallen Kingdom, non, je sais plus. Enfin, c'est ça. C'est la dernière séquence en fait où on voit les dinosaures mélangés avec nos animaux actuels en fait, donc les
Je sais plus, on voit les baleines avec, je sais plus les noms, j'ai pas mon fils. Un mégalodon qui mange une petite baleine tranquillement. Non, il n'y a pas un mégalodon. Non, justement, ils mangent pas. C'est l'aspect, justement, ils évoluent ensemble parce que comme ils se retrouvent sur Terre. Ils n'ont pas le choix, ouais. Voilà, c'est l'évolution dans le sens cohabitation et j'aime beaucoup ces images. Je trouve que ça rappelle l'aspect, justement, un petit peu touchant qu'on pourrait penser dans le premier Jurassic Park sur le fait de ramener les dinosaures à la vie pour en faire quelque chose de beau, ce qui est au départ ce que veulent les gens. Ah, mais est-ce que c'est pas la pire idée dans l'histoire des mauvaises idées, quoi? Ah bah, il a dépensé sans compter. C'est ça. Il existe depuis l'aube des temps. Adorer les cultures primitives, il peut tuer un homme d'un seul coup de mâchoire. C'est vrai qu'un type a été dévoré. Des attaques d'ours récemment? Les ours n'attaquent pas les gens sous l'eau. C'est peut-être un castor en pleine mutation alors. C'était quoi? Je sais pas, mais avec une seule de ces balles, il est mort. Oh non. Shérif, vous avez combien d'adjoints ici? Vous êtes là pour vous aider à le trouver. Il faut pas qu'il le tue. Ils sont venus pour le sauver. Vous avez une théorie pour expliquer sa présence? Franchement, pas la moindre. Mais eux, qui les sauvera? C'est un orteil. Vous reconnaissez la victime? Je la voyais plus grande. C'est pas possible. Bill Pullman. Tuez-le! Non! Complètement fêlé ce mec! Bridget Fonda. Attention! Bon Dieu! Oliver Platt. Apparemment, il s'est barré! Peut-être pas. J'ai le vague sentiment que tout est tranquille cette fois. La plus ancienne créature du monde a trouvé un nouvel habitat. Dépêchez-vous! Viens vers moi! Lake Placid. Alors c'est vrai que l'idée en fait c'est de voir les films qui... Il n'y a aucun film qui a vraiment collé à la réalité scientifique là-dessus, hein. Et c'est vrai que notamment, bon, on peut le dire, on peut le dévoiler dans l'émission, c'est que quand on est en contact avec un paléontologue justement pour Jocelyn Falconet pour du MUB à Orléans pour ce mois sur la préhistoire du cinéma et au cinéma, il nous a dévoilé une liste de films qui pour certains nous ont un peu surpris. Évidemment il y a les mêmes qu'on connaît tous, d'autres, mais il y en a, s'il nous a cité un, et là Thomas on va relever, parce que Juliette va peut-être l'avoir vu et va faire un regard consterné, qui était Lake Placid, le lac Placide, hein, en gros, voilà, donc traduction plutôt simple, hein, voilà. Oui, voilà, accessible, un lac plutôt placide, quoi. C'est vrai qu'il est jamais énervé, quoi. Voilà, c'est un lac qui est pas énervé, quoi, il fait pas de vagues. C'est vraiment comme ça qu'il l'explique dans le film. Elle est bien, celle-là, elle est très jolie. Comme ça on est bien. Et c'est vrai que ça a été l'occasion de revoir pour moi ce film Lake Placid avec un casting à tomber par terre, hein. Vous avez Bridget Fonda pour lequel je dirais un mot très gentil juste après. Vous avez Bill Pullman pour L'homme qui tire, pour qui Pullman. Voilà. Si vous connaissez le président dans Independence Day. Voilà, donc Pullman, to pull, tirer en anglais. Donc, oui, non, mais c'est pas la peine de continuer, elle est nulle. Bill Pullman, c'est Bill, l'homme qui tire, quoi. Donc je veux dire, je trouve que c'est un nom génial, quoi. Voilà, bon, ça c'est cadeau, on va le garder au montage. Vous avez Brendan Gleeson, Oliver Platt. Oliver Platt, vous avez Brendan Gleeson, vous avez Betty White, donc vous voyez quand même un casting relativement conséquent, hein, qui est assez important. Et c'est vrai que pour le coup, quand j'ai vu ça, je me dis waouh, quel incroyable gâchis de moyens. Parce que, alors, Lake Placid raconte l'histoire très simple, hein, d'un crocodile géant en fait, qui va arriver dans un lac au fin fond du Maine. Alors, il faut savoir que le Maine, l'équivalent pour la France, ça va être la banlieue de Limoges à peu près, donc une zone relativement cool. Mais où il se passe pas grand chose. C'est pour ça que d'ailleurs Stephen King place les trois quarts de ses bouquins. D'ailleurs, hein, donc, bon, hein. Alors Stephen King y habite et en plus il place l'action les trois quarts de ses bouquins au Maine parce qu'il est toujours
ce côté troll de placer de l'action là où il se passe rien. Et effectivement, on voit en fait Bridget Fonda qui joue une paléontologue. Donc c'est vrai que l'intérêt de ce film-là, nous dans la filmographie pour la rencontre qu'on organise encore au moment où vous entendez ce son avec d'autres paléontologues, c'est de découvrir une représentation de ce métier de paléontologue au cinéma, ce qui est un métier quand même relativement rare, et c'est bien aussi d'en parler. Et Bridget Fonda, elle fait ce qu'elle peut avec un script, mais moi ce qui m'a marqué, alors Thomas, tu me diras parce que tu l'as revu aussi, c'est qu'elle joue excessivement bien un personnage nul avec des répliques absolument consternantes, et elle y met une émotion folle. Et c'est vrai que c'est souvent dans ces films-là de série Z où on voit les très bons comédiens. Et je trouve que dans ce casting-là, sur un film qui est très très plat, hein, vous avez une histoire de crocodile, elle est paléontologue à New York, elle vient de se faire tromper par son mec, on l'envoie directement sur le lac Placid pour trouver ce qui se passe, elle vient faire 3-4 relevés, voilà, son personnage n'a aucun intérêt, hein, clairement, mais elle y met tout son cœur. À côté de ça, vous avez donc les gars du coin, donc Brendan Gleeson qui est un shérif très 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 rétor à toute forme d'autorité, qui repousse en gros les personnes qui viennent de la grande ville parce qu'il y a un petit complexe d'infériorité. Et puis vous avez Bill Pullman, l'homme qui a réussi le tour de force d'avoir fait une carrière avec moins d'expression que Steven Seagal, ce qui est quand même assez impressionnant. Oh, t'es méchant. Quoi, il y en a 2? J'ai pas vu la deuxième. Clairement, j'ai pas vu la deuxième. Mais il fait toujours ce petit regard un peu ténébreux à la George Clooney du pauvre. Oh, il a un petit côté triste. Tout, il est c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Bill Pullman, c'est le George Clooney de Wish. C'est parce que t'as pas vu While You Were Sleeping. Ouais, c'est la meilleure comédie romantique du monde. Notamment parce que j'aurais du mal à retrouver le titre avec l'accent que tu viens d'employer, mais aussi parce que... Mais aussi parce que vraiment je trouve qu'il a qu'une expression, cette espèce de regard un peu avec les yeux mi-clos et ses gros joues, parce qu'il a des gros joues, où clairement on voit que bon, là il joue à une sorte de chef de la police locale. Bon, il est pas dedans, il est un peu perdu, on sentait qu'il avait effectivement été là pour payer sa taxe foncière. Et je dis pas seulement ça parce qu'il y a Thomas à côté qui bosse aux impôts. Donc clairement, il n'est pas impliqué dans le rôle. Et moi, je trouvais que Bridget Fonda et Oliver Platt là-dedans, ils s'en sortaient vraiment très très bien dans leur rôle. Oliver Platt dans un côté très foutraque, c'est un très bon comédien. Ouais, mais Oliver Platt, il est génial tout le temps. Il est très bon là-dedans, il joue une espèce de science pseudo-scientifique, ésotérique, qui est spécialisé crocodile et qui vient débarquer pour créer un petit grain de folie dans cette histoire qui est très très plate pour le coup. Okay. Facile. Ouais, voilà, Oliver Platt, facile. Non, parce que Oliver Platt, en fait. Et Bridget Fonda, et bien moi je la trouve très bien parce qu'en plus, même en tant que paléontologue. On avait compris, hein. Non, mais dans ce rôle-là, c'est pas seulement de la beauté plastique, c'est vraiment la comédie. Elle a vraiment rien à manger. Et la représentation du paléontologue dans ce film, elle est quand même assez triste. Hein. C'est-à-dire qu'elle fait 3 relevés. Et ça va guère plus loin, quoi. Alors, est-ce que je vais oser une comparaison et tu vas me dire si tu es d'accord. Si tu es d'accord. Est-ce qu'on peut comparer ça à Denise Richards en docteur spécialiste du nucléaire dans un James Bond fameux? Alors c'est dans Demain ne meurt jamais. Le monde ne meurt jamais, ouais. Demain ne meurt jamais. Non, le monde ne suffit pas. Le monde ne suffit pas. Le monde ne suffit pas, oui. Bah, c'est-à-dire que le problème, c'est que Denise Richards, oui, elle est aussi peu crédible dans Spécialiste que Bridget Fonda. Il me semble qu'elle est légèrement plus âgée, le personnage de Bridget Fonda dans The Placid. Et en plus, on a malheureusement, pour Denise Richards, on a une comédienne, quoi, avec Bridget Fonda, quoi. Donc c'est toute la différence. Et là, on voit vraiment le jeu d'acteur. Et c'est vrai que, par contre, on voit qu'Hollywood, pour revenir sur le bouton, est très gêné par le personnage du paléontologue. On le voit même jusqu'à Jurassic Park. C'est un personnage, en général, qu'ils ont énormément de mal à représenter. Et là, on peut parler vraiment quasiment d'un syndrome Indiana Jones, à savoir que l'universitaire, et c'est une des questions qu'on posera évidemment à notre invité, l'universitaire, c'est quelqu'un qui, sur le papier, n'a pas un quotidien hyper spectaculaire. Donc l'archéologue, le paléontologue, c'est des gens qui font des fouilles, qui regardent des bouquins la plupart du temps, mais on peut rendre hommage à monsieur Thomas Bouzou qui nous avait parlé dans une émission, c'est souvent des gens qui sont présentés comme des pilleurs de reliques. Ils viennent, ils prennent directement des objets ou des marques du passé, et ils laissent tout en plan, sans respecter ce qui est le site, l'ancrage dans le temps, sans montrer de la réflexion. Et ici, Hollywood montre que le personnage du paléontologue qui doit décrire des dinosaures, on va voir tout de suite le côté fun des dinosaures, mais pas du tout le côté réflexion. Et c'est vrai que dans la représentation des dinosaures au cinéma, on va pas axer sur vous faire une étude sur la représentation globale des dinosaures, il y a plein de podcasts qui l'ont fait, mais on peut essayer de comprendre pourquoi le côté dinosaure a toujours été ce côté un peu très enfantin finalement, et Jurassic Park ne le casse pas du tout, ne déroge pas du tout à la règle, dans la plus majeure partie du film. C'est que le dinosaure, c'est fun, mais on l'a jamais axé avec un angle purement scientifique dans les films de fiction.
Même si là-dessus, je trouve que Sam Neill, il fonctionne bien. Oui. Dans le sens où c'est pas un héros qui prend la voiture et qui dit ça y est, c'est bon, on va explorer, je vais au fin fond de la jungle et voilà, quand il se représente les dinosaures à travers ses études et quand il les voit en vrai, il sait bien comment ils sont. Oui, il a ce côté professoral aussi quand il explique au début la séquence d'ouverture pourquoi il pense que ils sont associés aux oiseaux. Voilà, et on sent que il y a ce petit côté. Alors évidemment, après, le film se transforme en film d'action, donc il faut film d'aventure, l'épopée. Donc il faut que la dramaturgie se mette en place et que on ait un peu peur et que chaque personnage se révèle, quoi. Mais je trouve que c'est lui qui passe le mieux comparé au personnage de Laura Dern. Non, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, ouais, voilà, qui lui est là pour être l'équivalent d'Oliver Platt. Voilà, une sorte de comique presque, quoi. C'est le Han Solo de Star Wars, c'est le personnage qui... Mais c'est pas du tout un paléontologue aussi. Oui, c'est ça, bien sûr, mais ça reste quand même un penseur, un intellectuel, un universitaire, un scientifique. Alors que, donc il est l'opposé clairement, il est l'opposé de l'autre, celui qui a sa petite chemise ouverte à la BHL, qui se montre, voilà. Mais comme tu dis, Sam Neill, il reste quand même dans ce... Enfin, il ne se transforme pas en héros d'action, finalement. Jamais. Il réagit aux événements, mais un peu comme tout un chacun, finalement. C'est là le génie de Spielberg dans Jurassic Park. Et puis vraiment, là, pour le coup, on peut en parler sans ironie. C'est cette fameuse scène où, pour la première fois, on voit des dinosaures numériques dans le film. Donc, évidemment, ça mesure en fait quelque chose qui se perd dans le cinéma moderne, je trouve. Et là, je vais faire un peu mon vieux con. Mais c'est cette notion de mise en scène. Et c'est vrai que la scène de découverte des Diplodocus dans Jurassic Park, qui est la toute première scène vraiment du cinéma numérique. Pour la petite histoire, Jurassic Park, c'est Spielberg qui essaie de maîtriser les effets numériques, qui a eu très très peur pendant le tournage de ne pas maîtriser ce tournage parce qu'il est de la vieille école, des années 70, avec les Dents de la Mer et des maquettes. Et là, c'est la première fois qu'on utilise à fond Jurassic Park les effets numériques dans un film à grand spectacle avec cette audience-là. Il n'y a pas d'équivalent avant Jurassic Park. Donc la scène des Diplos, c'est à la fois la scène de découverte de Spielberg sur des effets numériques, mais également on retrouve le regard enfantin du premier regard sur quelque chose qu'on ne découvrait pas. Et on retrouve donc en gros, c'est la naissance vraiment du cinéma avec des CGI très modernes comme on connaît aujourd'hui, ce qui fait que Jurassic Park vieillit très bien, en fait, le premier film de 93, pardon. 93, il vieillit très bien. Merci, tu m'as rajouté. Oui, c'est gentil. Donc de 93, et j'avais 13 ans aussi d'ailleurs. Je crois que tout le monde avait 13 ans. Et on a toujours 13 ans quand on regarde cette scène, parce qu'on voit, quand on rappelle de la scène, on se rappelle d'ailleurs très très bien, parce qu'elle est très bien découpée, on entend d'abord le son, bum bum bum. Vous avez deux personnages qui le regardent, Laura Dern qui est complètement ébahie, et puis on voit Sam Neill qui est le dernier à ne pas regarder, parce que lui, évidemment, comme il n'est pas paléontologue, il va avoir un regard qui est très critique forcément sur ce qu'il voit, donc c'est le dernier à regarder ça, parce que forcément, lui va être moins... Perdu, c'est Laura Dern qui regarde en dernier, parce qu'elle est absorbée par une plante, et c'est lui qui lui tourne la tête. C'est ça, exactement. Tu vois, je les ai inversés. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que comme il y a un regard en suspension, et qu'on va regarder en même temps que la dernière, on va créer une attente, en fait, directement. Et cette attente-là dans la mise en scène est absolument fantastique, puisqu'on voit que même le ronchon de Sam Neill arrive à être émerveillé et donc à attirer sa femme pour qu'elle regarde directement. Et ça, cette notion-là, je pense que c'est typiquement à la fois ce qui peut être d'un point de vue très cinéma, le côté enfantin du premier regard sur les dinosaures. Et cette scène-là résume, je pense, à mon avis, toute la filmographie et tout le sentiment qu'expriment les dinosaures dans le cinéma hollywoodien, forcément. Dans ce côté grand spectacle et cette volonté de jouer en fait direct. Nous avons chronométré le Tyrannosaure Rex à 40 km/h. Vous avez un T-Rex Vous dites que vous avez un T-Rex Redites ça. Oui, nous avons un T-Rex. Oh. Mets ta tête entre les genoux. Professeur Grant, mon cher professeur Sattler, bienvenue à Jurassic Park.
se déplace en troupeau. Comment avez-vous fait? Je vais vous montrer. Parce que ça exprime quand même ce cinéma une immense frustration de pas savoir à quoi il ressemble en fait. Et ça pour le cinéma c'est un défi incroyable. C'est quasiment une question de philo quoi. C'est clair. Voilà, je vous ai séché avec ma philo. mais c'est pour ça que c'est toi le chef. Voilà. C'est pour ça que c'est toi le patron quoi.
Alors pour faire transition, parce que c'est vrai que pour vous cacher, c'est une émission qu'on enregistre à la maison chez Thomas d'ailleurs, merci de l'accueil, il nous fait pas payer la loc. Pour l'instant, parce que Juliette est chez elle, donc elle paye pas de loc. Oui. Mais c'est une émission qu'on enregistre parce que c'est vrai qu'on a décalé notre entretien avec notre ami paléontologue et on voulait vous proposer cette émission-là pour des réflexions donc, sur le cinéma de préhistoire et donc évidemment la préhistoire au cinéma. Et en transition avec la deuxième partie, moi ce que je voulais vous proposer, c'est directement les premiers dinosaures de l'histoire du cinéma. Et figurez-vous que le premier, c'est Gertie. Gertie le dinosaure, un film muet de 1914, donc créé par Winsor McCay. Il faut savoir, donc, le grand Winsor McCay. Exactement. Alors, c'est un film qui dure 12 minutes, donc pour 1914, c'est très très long. Hein. C'est un vrai long métrage pour l'époque, hein, puisque c'est des caméras évidemment qui sont pas du tout miniaturisées comme aujourd'hui. Et il faut savoir que ces premiers films, en fait, directement ici, on va avoir on voit en fait déjà avec la date que le dinosaure, très rapidement, ça rentre dans le terrain de jeu du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, dans la première projection publique, forcément c'est 1895, les frères Lumière. Pourquoi on dit que c'est les frères Lumière qui l'inventent alors que c'est évidemment Thomas Edison qui invente la bobine? Parce que les frères Lumière, c'est les premiers à en faire un divertissement. Thomas Edison, il fait une découverte technique. Les frères Lumière comprennent très rapidement le potentiel de divertissement du cinéma. C'est pour ça qu'on leur attribue l'invention, puisqu'ils font la première projection publique et payante en 1895 à Paris. Alors que les Américains, avec l'assistant Thomas Edison qui filmait en 1891, c'était une projection gratuite. Donc c'est étonnant que pour une fois, que ce soit des Français qui sortent du business, qui sortent un petit peu du business. Vive la France. Tout à fait. Et c'est vrai que là, ça rappelle aussi le côté forain des origines du cinéma, qui est à proprement parler vraiment une racine essentielle du cinéma. C'est avant tout au départ le premier regard du cinéma, et c'est pour ça qu'on parlait dans la première partie de cette scène culte de Spielberg. On retrouve le premier regard qu'on a sur les objets. On rappelle que les premières projections des Frères Lumière, vous avez notamment donc une sélection de courts-métrages, puisque qu'est-ce que fait le premier cinéma au départ à l'époque? C'est pas de la fiction, c'est du documentaire. Et donc on va avoir directement, dès que le procédé de la caméra est mis en place, j'ai ma chienne, comme on est à la maison, qui veut me faire un gros câlin en même temps qu'on fait l'émission, donc elle est très gentille. Et puis, hop, voilà ma fille. C'est pas du tout radiophonique, mais c'est pas grave. Ça me met. Voilà, très bien. Donc, dans les premiers âges du cinéma, en fait, on voit que très rapidement, les Gaumont, les Pathé, les grandes entreprises qui commencent à faire des grands studios, ils envoient leurs caméramans dans le monde entier, dont Alice Guy, qui a été secrétaire à l'époque et qui va devenir la première réalisatrice du cinéma. Et ils envoient tourner des scènes documentaires dans le monde entier. Donc, ils envoient filmer du réel. Mais on filme pas de la fiction. Et ça, c'est très important parce qu'on voit qu'en fait, la première à faire de la fiction, c'est Alice Guy, qui propose, quand elle voit les premières scènes documentaires pendant 10 ans que vont faire les premiers cinémas, elle propose très rapidement de faire de la fiction. Donc, le premier film de fiction de l'histoire du cinéma, c'est un film qui s'appelle La Fée aux choux d'Alice Guy en 1905. Et ce film-là, il montre déjà les premières racines du cinéma, c'est de faire du documentaire. Donc, le premier cinéma, c'est de faire ça, montrer le réel. La fiction venant après, on voit qu'on va chercher dans la mythologie, dans la religion, puisqu'on va filmer la vie de Jésus, notamment. Et puis, très rapidement, les dinosaures arrivent en 1914. Donc, on voit que dans ce terrain de jeu du cinéma, finalement, ces créatures légendaires, le jeune cinéma, très rapidement, va se confronter à une frustration de jamais avoir croisé ces figures mythologiques. Et on voit que les dinosaures, c'est une forme de mythologie, en fait, pour le cinéma, dans un sens. Haha, oui. Il est dur, là. Oui. Alors, on peut rapprocher, en faisant un parallèle avec la vision que certains personnages en ont dans le dernier King Kong, des derniers King Kong, Skull Island, par exemple. Vous avez certains personnages qui vont déifier les dinosaures, directement. Ah oui, je le voyais pas comme ça, là. Skull Island, ça fait un moment que j'ai pas vu ça. Oui, oui, effectivement. Alors, Skull Island, c'est aussi une sorte de sous-adaptation d'Apocalypse Now. Donc, il y a cette idée que Samuel Jackson pète complètement un câble et se retrouve à avoir son propre royaume, à essayer d'être son propre roi dans un territoire qui est le territoire finalement de King Kong. Donc, à mon avis, il peut pas y avoir deux rois, il y en a qu'un. Donc, on voit bien comment ça va se dérouler. Et effectivement, c'est l'idée que comme ce sont des créatures qu'on peut que se représenter
dans un imaginaire qu'on n'a jamais vu, et que souvent la préhistoire a été représentée avec l'homme et le dinosaure dans les mêmes périodes. Ce qui, rappelons-le, hein, ça n'a jamais eu lieu. Alors, il faut bien se le dire. Non, mais voilà, c'est un peu comme la Terre plate. Les dinosaures dans Jurassic Park ne pouvaient pas être en même temps déjà. Voilà, tous ces dinosaures-là n'appartiennent pas aux mêmes périodes. Donc, il y a cette idée-là fantasmée que on ait pu côtoyer les dinosaures. Et c'est un peu comme dans la machine d'explorer le temps, par exemple. Ouais, complètement. Ouais, adapté d'H.G. Wells. Voilà, film de George Pal, 1954, je crois. Marié avec Bernadette Seckham, je crois d'ailleurs. Ah oui, un superbe couple, Pal et Seckham. Voilà, très bien. Pas facile. Très très dur. J'hésitais avec d'hélicoptère, mais je me dis que le nom de famille serait moins crédible. Voilà. Alors, du coup, mais évidemment. Mais toujours un beau visage. Évidemment. Un visage pâle. Oui, non, on l'avait, hein. Non, il est bien. C'est très très dur d'enchaîner. George Pal, c'était un homme, c'était un homme pâle, quoi. Voilà, c'est l'homme pâle. Non, mais je pense que heureusement qu'il est mort, parce que dans un sens, il aurait eu des oreilles qui sifflent aujourd'hui avec ses blagues concernantes. À l'époque de nos arrière-grands-parents, en noir et blanc, sur grand écran, le cinéma muet c'était marrant, petits et grands au premier rang. Pas de micro pour la belle Greta Garbo, sur le plateau, pas de robot. Et pour la musique, y avait qu'un piano, mais c'était quand même drôlement beau. Sous le feu des projecteurs, s'agitaient de grands acteurs, Harold l'œil accroché à l'horloge. Le burlesque, la comédie, avec Laurel et Hardy, Buster Keaton mérite nos éloges. À l'époque de nos arrière-grands-parents, en noir et blanc, sur grand écran, le cinéma muet c'était marrant, petits et grands au premier rang. Pas de micro pour la belle Greta Garbo, sur le plateau, pas de robot. Et pour la musique, y avait qu'un piano, mais c'était quand même drôlement beau. Rigolo, tendre ou grotesque, grandes épopées équestres, autant de belles histoires en bobine. Merci aux frères Lumière, Amélie, Sam Alexander, Charlie Chaplin et Jean Dujardin. À l'époque de nos arrière-grands-parents, en noir et blanc, sur grand écran, le cinéma muet c'était marrant, petits et grands au premier rang. Pas de micro pour la belle Greta Garbo, sur le plateau, pas de robot. Et pour la musique, y avait qu'un piano, mais c'était quand même drôlement beau. Mais c'était quand même drôlement beau. Mais c'était quand même drôlement beau. Alors, bon, évidemment, dans cette deuxième partie, je vous amène forcément faire quelque chose qu'on va faire avec l'association le 12 janvier, voilà, qu'on vient de faire. Et que vous allez entendre dans l'émission à l'Alliage, donc une projection autour des premiers films de l'histoire du cinéma. Donc on rappelle en gros qu'on présente une séance avec des films de Georges Méliès, des films d'Alice Guy, donc on disait, première réalisatrice de fiction du cinéma, et également un des concurrents à l'époque de Georges Méliès, qui sera Ferdinand Zecca, qui est un des premiers grands réalisateurs du cinéma, qui lui aussi filme des scènes très naturalistes. Alors Ferdinand Zecca, comme Georges Méliès, il avait des films très réalistes et d'autres très oniriste, on va dire, et là on montrera plutôt les films réalistes de l'histoire du cinéma. Donc c'est une présentation du 12 janvier qu'on réalise avec l'association, donc dans la salle d'Alliage à Olivet. Et moi je voulais vous lancer justement sur
des films muets que vous avez croisés. Alors, quel que soit leurs âges, en fait, éventuellement, est-ce que vous avez un film muet à nous ressortir, des films muets totems que vous avez croisés dans votre filmographie, dans votre cinéphilie? Oui, c'est votre cinéphilie plutôt. Si vous avez une filmo, c'est cool, mais ça va vous coûter plus cher en cachet. Dans votre cinéphilie, ouais, voilà, si vous avez des films, un ou des films à nous citer dans cette deuxième partie pour ce qu'ils évoquent pour vous. Alors moi, j'ai beaucoup aimé Nosferatu de 1922. Lornao. C'est ça, Lornao. Ouais. J'ai beaucoup aimé parce que moi j'ai grandi avec le Dracula de Coppola, donc avec cette vision un peu romantique et des images assez folles. Et quand je l'ai découvert, je me suis rendu compte que les effets les plus fous visuels que j'avais vus dans le Dracula de Coppola, en fait, ils étaient tirés de celui-là. Oui. Et du coup, j'étais presque déçue. Oui, c'est ça. Mais parce qu'il y a quand même, je ne sais pas combien d'années entre les deux, mais 70 ans. Voilà. Et c'est là où on se rend compte de l'ingéniosité, l'imagination, l'interprétation, puisque ça reste un roman aussi. Voilà, toute cette ingéniosité visuelle avec les moyens du bord. Et on avait parlé, quand on avait parlé des documentaires de Forgotten Silver, qui nous parlait d'un cinéaste absolument génial qui n'existe pas et qui a créé des inventions. Et en fait, je me suis dit, c'est ces personnes qui sont réelles et qui sont aussi folles finalement que ce personnage fictif. Et moi, c'est ça que je trouve magique dans le cinéma de ces époques-là, puisque avec leur temps, ils arrivaient à faire quelque chose d'absolument, je sais pas comment dire, fantastique, et qui finalement nourrit toujours les films actuels, quoi. C'est ça, c'est que ça reste. C'est immortel, quoi. Ça reste encore d'actualité. Il y a pas, on peut pas se dire quand on les regarde. Alors évidemment, le rythme est pas le même. On n'est pas habitué on n'est plus habitué à ce type de rythme. Mais quand on regarde, on se dit oh, mince, mais ça je l'ai déjà vu ailleurs. Mince, bah oui, mais c'est lui en fait qui propose ça en premier. Ah oui, j'ai pas. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas apprécier les autres films faits après et en se disant sont des vulgaires copies où il y a pas de. Non, c'est plus des hommages finalement. Oui, voilà. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce serait plus des films comme Le Mécano de la Générale, Buster Keaton, ouais, bien sûr. parce que je trouve qu'il est incroyablement élastique. Cascadeur fou, quoi. Ce type-là, les cascades sur lesquelles on frôle la mort constamment. En se disant c'est pas possible que des personnes aient vraiment fait ça, quoi. Et que on voit ça, mais qu'il y a si peu de décès finalement. Avec des. Aujourd'hui, ce sera impossible. Aujourd'hui, ce serait même pas envisageable que. Voilà, ce serait juste une pensée ou juste un rêve. On dit tiens, si Brad Pitt pouvait faire ça. Oui, mais oui, non. Il ferait Tom Cruise. On s'arrête, il y a une assurance et machin. Stop, on bloque, ça se passe plus. Là, voilà, un gars qui court après une locomotive en marche, il le fait, quoi. Il y a aucun problème, quoi. C'est ça qui me fascine dans ce genre de choses, parce que c'est toujours c'est des athlètes, quoi, finalement. Ce gars-là, c'est un athlète, quoi. Et il se pose pas la question de savoir si ça va marcher. Ça doit marcher, puisque sinon, si ça marche pas, si ça marche pas, il finit dans un fauteuil. Donc, du coup, ça marche forcément, quoi. Et ça m'a toujours étonné, même si on peut toujours trouver que le cinéma, c'est aussi un art de l'illusion, et que
faire croire que tel acteur ou que tel personnage, que tel être humain a fait quelque chose d'incroyable, et que on sait bien qu'il y a un truc, c'est un peu comme la magie, quoi. Mais le voir faire par quelqu'un en vrai, ça, il y a quelque chose d'autre, moi, qui m'interpelle, quoi. Même si Tom Cruise semble vouloir se réclamer de ça en se disant je suis un acteur, je fais moi-même mes propres cascades. Bon, on n'est pas non plus dans cette façon de bouger, dans cette façon de le faire, et de pas se poser de questions. C'est-à-dire, s'il doit y avoir une seule prise pour le faire, il y a une seule prise. Voilà, on n'a pas le choix. Les pellicules coûtent tellement cher en 1920 qu'il faut que ça marche du premier coup. Ouais, pas le choix. Là, voilà, si Mission Impossible, il doit faire 27 prises pour que ça fonctionne, bah, c'est pas grave. C'est une caméra numérique, on écrase ce qu'on a sur le disque dur, puis on recommence, quoi. Donc, c'est pas que c'est moins impressionnant, mais oui, il faut se dire que des personnes, pour l'amour du spectacle, ont fait des choses qui allaient plus loin que ce qu'on pourra faire maintenant. Bah, surtout avec un art très très jeune, hein, l'équivalent, ça serait des personnes aujourd'hui qui prennent des risques vivants dans un domaine comme nous, la 3D aujourd'hui, pour l'équivalent. En tout cas, c'était cool d'en parler avec vous, et c'est vrai que là, vous nous entendez cette émission au moment où vous l'écouterez, en tout cas au mois de janvier. Peut-être qu'on aura déjà calé notre entretien avec Jocelyn Falconet, donc avec qui on est en contact et qu'on aura dans l'émission très prochainement, donc qui est paléontologue au musée d'histoire naturelle d'Orléans, avec qui évidemment on reviendra sur ces questions de la représentation de la préhistoire au cinéma. Mais on voulait également vous parler de la préhistoire du cinéma, parce que on a donc cette projection le 12 janvier à l'Alliage, et puis évidemment on est toujours très 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 attentif à vos réactions sur l'émission, donc n'hésitez pas à nous les envoyer. Oui, bisous. Il va faire le bisou. Ah bah oui, c'est sûr, c'est indispensable. Donc merci Thomas, et merci beaucoup Juliette d'avoir partagé ces moments de cinéma. Merci à vous. Voilà, ces moments de dinosaures avec nous. Je vous embrasse. Moi aussi. C'est hyper flippant, on dirait Nosferatu quand tu fais ça. Ah non, il est muet. Ouais, je vais faire une critique muette. Ça y est. C'est hyper gênant. Pourquoi vous avez fait ces graffitis? Pourquoi vous faites ça? Hein?